En lisant sur le perron, par un après-midi, on se disait c'est si bon de se trouver entre amis, assis l'un contre l'autre pour s'occuper des autres. On se fait des accroires en se contant des histoires. Bonjour, vous avez reconnu notre petite chanson. Alors, nous voici de retour, cette fois-ci avec des textes fabuleux dénichés par nos précieux bénévoles. Donc, je vous présente Francine Desorcy, Yves Chaurette et derrière moi, tout ici, Daniel Ouellette. Ce mois-ci, cette semaine, nous partons avec vous sur la route. Et vous allez voir, on va un peu partout. Alors, le premier texte, je laisse place au premier texte. Des textes sur la route, il y en a des tonnes. Alors, on a dû faire des choix. Et on débute aujourd'hui avec un récit tiré d'un petit livre que nous ont écrit Hélène Mercier et Philippe Marois. Ce sont deux journalistes de Radio-Canada. Et ils ont fait paraître un petit recueil de récits d'autostoppeurs. Ça s'appelle Pousseux. Et donc, des histoires arrivées à différentes personnes sur des aventures d'autostop. Et je vous lis le premier récit qui s'intitule « Le pouce qui roule ». Le médecin qui m'a accouché, qui a accouché ma mère, devrais-je dire, n'était pas tout à fait sobre, hélas. Depuis la naissance, je suis atteint de paralysie cérébrale et je me déplace en fauteuil roulant. Au début de la vingtaine, je rêvais de voyage et de liberté. Je voulais quitter Montréal pour aller en Californie, continuer vers le Mexique et revenir en passant par la Floride. À l'époque, au milieu des années 70, j'habitais au centre de réadaptation Lucie Bruneau. À mon plus grand bonheur, le directeur général, Jacques-Gilles Laberge, était convaincu que le dicton « Les voyages forment la jeunesse » s'appliquait aussi à la clientèle du centre. Mon plan était prêt. Je voulais réaliser mon périple américain sur le pouce. Conscient de l'ampleur du défi, je voulais d'abord tester la faisabilité de mon projet sur les routes de la province. Un matin de l'été 76, le transport adapté m'a déposé sur le bord de l'autoroute 20 en direction de Québec. J'attendais donc dans mon fauteuil l'âme charitable qui me permettrait de me rendre à Chicoutimi où je souhaitais aller surprendre ma flamme du moment. La première partie du trajet entre Montréal et Québec s'est déroulée vraiment sans problème, puisque un commis voyageur m'a embarqué presque immédiatement. Son petit-fils étant handicapé, il ne me trouvait pas si différent. Il a rangé mon fauteuil dans le coffre de sa voiture et je me suis installée sur le siège du passager. Mais 250 kilomètres plus loin, à Québec, j'ai attendu plusieurs heures sans que personne ne s'arrête. J'ai finalement hélé des policiers qui patrouillaient dans le secteur pour leur demander si j'étais au bon endroit pour attraper un lift. D'où c'est que tu viens? De Montréal. Où tu t'en vas? À Chicoutimi. Comment c'est que t'es arrivé ici? Mais sur le pouce. Tu t'es sauvé de chez tes parents. Non, non. Tu t'es sauvé d'une institution. Non plus. Ils m'ont emmené au poste, pensant que je m'étais enfuie d'un centre de réadaptation. Après vérification, ils ont compris que je savais ce que je faisais et m'ont payé même le billet d'autobus vers Chicoutimi. J'ai été très tentée de revendre mon billet pour continuer sur le pouce, mais il se faisait tard et j'ai choisi l'option la plus sûre. Ce trajet d'autobus a marqué la fin de ma courte carrière d'autostoppeur. Je n'ai plus jamais attendu sur le bord d'une autoroute. Mais cette expédition a été pour moi la bougie d'allumage de ma grande aventure de vie. J'ai eu envie de rendre le tourisme accessible aux personnes à capacité physique restreinte.
Et en 79, j'ai créé l'organisme Qui roule, que je préside encore aujourd'hui. Et ce récit nous vient d'André Leclerc, le fondateur et président-directeur général de Qui roule. Le prochain texte est un texte de Louis-José Hood. Donc, on le connaît comme étant un grand humoriste, mais un petit peu moins comme étant écrivain. Alors, il s'est amusé dans un livre « Mets-le au 3 » à coucher sur papier certains textes qui lui sortaient par la tête. Alors, cette fois-ci, grande conversation pour vous. C'est soulier droit qui parle avec le soulier gauche. Et tu seras, Linda, le soulier droit. Oui, je serai Et le je soulier droit. serai le soulier gauche. Oui, d'accord, puisque t'es gauchère, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et quoi de mieux qu'une bonne paire de souliers pour prendre la route? Voilà. Ah! As-tu bien dormi? Non, j'aille tellement ça. Il prend même pas le temps de me délasser avant de se sortir le pied. Quel effort ça demande de défaire une boucle? Il ne prend même plus le temps de forcer puis de m'étirer le derrière. On dirait que j'accouche à chaque fois. Je suis rendue le cul large comme une bottine sorelle. Ah, je le sais. Moi, c'est quand il essaie de me remettre le lendemain matin sans défaire la boucle de la veille. Non, mais, il est où le respect? Hey, j'ai besoin d'un break, moi. Je suis pas un bas de gamme. Je suis pas avec du velcro. Puis toi, as-tu bien dormi? Pas vraiment. Il y avait un party hier dans l'entrée. Les Frenchies une gougoune. Ah ouais? Puis? Ben, t'as une gougoune. Ah! Attention! Il arrive! Je pense qu'on va aller dehors. Enfin! Mais, il est tellement sale, cet appart-là. Faudrait qu'il s'essuie les pieds un peu avant de sortir. Peut-être que s'il nous portait plus souvent à l'intérieur, il ferait plus de ménage. Pourquoi tu dis ça? T'as jamais remarqué que quand les humains portent des souliers, ils sont plus productifs à la maison. On dirait qu'ils tombent en mode travail. Hein? Ils sont prêts à effectuer des tâches. En chaussettes, ils n'ont pas de puissance, ils sont mous. Les bas, ça convient juste pour écouter un film ou pleurer en petite boule. Ouais, c'est vrai. Oh non! Quoi? Il va nous mettre sans bas. Il a pas mis de bas. Maudit printemps! Ah, ça c'est le fun! Moi, à la fin de la journée, j'aime ça me sentir tout trempé puis dégager une odeur de fin d'orgie. Ouais, pourrait pas au moins s'acheter, tu sais là, des bas pas de bas? Des bas, pas de bas? Ouais, tu sais les petits bas coupés là, en bas de la cheville, qu'on est supposé pas voir et qui donnent l'effet de pas de bas. Mais on les voit toujours un peu. En tout cas, moi, je trouve ça très dur depuis que je me suis cassé le lacet. Hey, tu t'es pas cassé le lacet, là. T'as juste perdu le petit bout en plastique, là, qui les aide à passer dans le trou. Hey, come on! Je me suis retrouvée avec le bout en chou-fleur. Et puis, il m'a remplacé ça par un morceau de scotch tape qui tient pas. Ah, puis moi, j'ai mal à la tête. Je pense qu'il se coupe plus les doigts, les ongles. Puis il pourrait arrêter de marcher en pingouin. Ça va mal pour jaser et je te vois pas à face. Oh, puis là, je pense que tu vas kicker la roche. Ferme les yeux. Oh, merci. Rien. Oh, Colin, tu vas à face? Oh, oui, t'es vraiment magané, là. Qu'est-ce qui est arrivé au produit? Quel produit? Ben, tu sais, là, quand il nous a choisis, là, il s'est fait vendre un produit, un genre de cacane, un push-push pour nous protéger la peau. Il y en avait déjà plein à la maison, fie-toi sur moi. Mais il en a racheté un pareil. Hey, c'est promis de nous entretenir. Ben oui, c'est vrai, mais il est rendu où, le produit? Il est serré avec le vélo stationnaire, le kit pour faire du vin et les bons sujets pour sa chronique. Quand on prend la route, là, c'est sûr qu'on a besoin de souliers. Et quoi de mieux que Félix Leclerc avec moi, mes souliers? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre.
passer sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Avec nous. Moi, mes souliers ont passé dans les blés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueule et souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. Nous poursuivons avec une autre histoire de pousseux. Ça s'intitule « Le Maharaja qui joue au golf » et l'auteur est André Brugiro. 29e mois de stop ininterrompu, je suis désormais devenu un vieux briscard de l'autostop et j'attends cette fois-ci, en toute confiance, le long de la route qui mène de Kuala Lumpur à l'île de Penang, en Malaisie. Bien entendu, pouce gauche à l'action, vestige de la colonisation britannique oblige. Il fait beau, je me sens bien. Soudain, une grande Mercedes blanche, arborant une belle plaque jaune et noire à l'avant, se profile à l'horizon, suivi de 8 Volkswagen Combi à la queue leu-leu. Je m'y reprends à 2 fois pour les compter. Dieu! Une caravane, pas possible. Je dois avoir affaire à un Maharaja ou, pour le moins, à un sultan en déplacement. Le simple bon sens m'intime de ne pas tendre le pouce en vain. On n'arrête pas un trafic de 9 véhicules comme ça, et encore moins une quelconque personnalité de haute volée. Mais, par espièglerie, par jeu surtout, je le sors quand même, ce pouce. J'accompagne mon geste d'un sourire de connivence pour bien montrer que je fais cela uniquement pour rire. Miracle! La Mercedes s'arrête, entraînant l'immobilisation des 8 combis derrière. Je n'en crois pas mes yeux, surtout lorsque je vois s'extraire de l'arrière du véhicule de tête un personnage distingué qui se dirige dignement vers moi, fine moustache bien peignée, élégant costume de tweed, discrète pochette de soie, belles chaussures de cuir qui brillent, lèvres pincées à la britannique et, dans un pur accent d'Oxford, il me demande aimablement où je vais. Sur l'île de Penang. Ça, je réponds, incrédule. Eh bien, jeune homme, ça tombe bien. Je m'y rends moi aussi. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé. Je connais bien votre pays, la France. Pas possible. J'ai gagné le gros lot. Je me vois déjà enfoncé dans les moelleux coussins d'une confortable voiture de luxe climatisée, palabrant doctement avec son Altesse le Maharaja de la région. Ce serait le couronnement d'une carrière de stopper, avouons-le. Le top du top, quoi. Je crois rêver. Me voilà au pinacle. Au moment où je m'apprête à le suivre, il tend le bras. Oh, mister, vous voyez le 4e combi là-bas? Il contient mes clubs de golf et mes maillets de polo. Il y a assez de place dedans. Allez vous asseoir. Pouf! Le soufflet est retombé d'un coup. Mais je suis fier de moi quand même. On n'arrête pas tous les jours la caravane de Maharaja. On enchaîne avec un extrait d'un texte de Matthew Enfield, un roman qui s'appelle « Ceci n'est pas une histoire de dragon ».
Dans cette histoire, il y a Napoléon, le personnage principal, qui, avec un ancien collègue de travail, Martin, de son prénom, vont essayer de s'enfuir dans une poursuite en automobile. Mais Martin est beaucoup plus nerveux que Napoléon qui est au volant. Alors, pour essayer de faire en sorte que Martin se calme, Napoléon, vous allez voir, va lui suggérer de se raconter une histoire. Dans le rétroviseur, il y a des phares qui m'aveuglent. J'accélère et je fonce en direction de la vieille ville avec l'espoir de trouver un petit raccoin sombre pour l'esmer. 5,2 secondes plus tard, mon bolide vert lime file à près de 150 km/h sur les rues noires et lisses du centre-ville. L'autre voiture nous colle au cul et Martin se cramponne à son siège en jetant des regards affolés vers l'arrière sans arrêter de répéter « Il nous rattrape, Napoléon, il nous rattrape! » Je passe en quatrième et je fais hurler les pneus en négociant un virage serré. Ils nous suivent toujours! Ta gueule, Martin, je vois bien qu'ils nous suivent toujours. Essaie un peu de te calmer. Ils vont nous avoir, Napoléon. Laisse-moi derrière, je vais les occuper. Tu vas pouvoir t'enfuir. Martin, qu'est-ce qu'on t'a dit à propos de l'énergie négative? Mais, Napoléon... Réponds à ma question. Je sais pas comment j'arrive à rester aussi calme. J'ai une confiance aussi absolue qu'inexplicable en mes capacités. Je ne peux pas échouer. Faut la canaliser, s'en servir comme force créatrice. Exactement. Alors respire, détends-toi et raconte. De chaque côté de la route, les réverbères filent à une vitesse vertigineuse. On n'est plus qu'à une vingtaine de rues de la vieille ville. Si j'arrive à atteindre les dédales tout crochus, je suis certain que je vais trouver un moyen de fausser compagnie à nos poursuivants. Je t'écoute, Martin. Harold et Mardi cherchent leurs billes. Ça a commencé lors d'une matinée de printemps. Le soleil était doux comme une goutte de miel et le ciel était d'un bleu clair, comme on voit dans les souvenirs de cerfs-volants. Mardi jouait aux billes, tout à côté de la falaise. Une secousse ébranle la voiture, me faisant à nouveau perdre le contrôle. Continue de raconter! Napoléon, on va pas s'en sortir! Le canard jouait aux billes près de la falaise, c'est là qu'on en était, continue! Mardi jouait aux billes près de la falaise, on l'avait souvent mis en garde à jouer près de la falaise, tu risques de tomber. À quoi Mardi répondait toujours, c'est le risque de tomber qui rend mon jeu amusant. La voiture remonte à côté de nous, côté passager. Plus que quelques rues et on y est! Ce jour-là, il ventait beaucoup, un vent chaud et puissant qui ébouriffait les plumes jaunes de Mardi qui brillaient dans le soleil. Il donne un coup de volant et fonce dans la portière, à côté de Martin qui ferme les yeux et encore plus fort serre la banquette avec ses doigts. Des billes multicolores étaient répandues sur la pierre noire de la falaise. Dans son sac, Mardi avait une bille spéciale, une bille magique. Il tente à nouveau de remonter à notre hauteur, mais je les coupe en donnant un coup de volant vers la droite. Ça leur fait perdre du terrain. Continue de raconter, Martin. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, sa bille magique? Je sais pas, Napoléon. J'invente au fur et à mesure. Je dis n'importe quoi. C'est pas grave, invente encore, trouve quelque chose. C'était une bille magique parce que, je sais pas, j'ai aucune idée. Bon, peu importe, on n'a pas à tout savoir tout de suite. Dis-moi comment il l'a perdu. Elle est tombée. Oui. Elle est tombée de la falaise. Et quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On sort du tunnel. J'éteins les phares et je fonce. Qu'est-ce qu'il a fait Mardi quand sa bille est tombée? Il est allé chercher son ami. Harold? Oui. Et après? Ils ont décidé de partir ensemble pour la retrouver. J'en ai assez, Napoléon! Fous-moi la paix, on va se tuer! Je le trouve tout à coup très attaché à la vie pour quelqu'un qui, quelques heures plus tôt, me demandait de lui accrocher une corde pour se pendre. Je donne un coup de volant à gauche et je m'enfonce dans une petite rue mal éclairée. La lumière de leur phare est loin derrière nous. On va y arriver. On va les semer. Je garde ma voiture derrière un immeuble à logement dans l'ombre et je coupe le contact. Viens, Martin, faut pas rester ici. T'as failli nous tuer. Oh. C'était ridicule de faire ça. Oh, si je t'avais écouté, je me serais rangé sur la côte-main et j'aurais attendu que les deux bisons qui nous suivaient nous amènent faire une petite balade. Alors vas-y mollo, avec tes reproches, cul de panda. Comment m'as-tu appelé? Merde, c'est sorti tout seul.
Martin, s'il te plaît, faut qu'on foute le camp avant qu'il nous retrouve. Cul de panda! Oh, merde et remerde! Je me serais vraiment passé de ça! Martin, c'est pas le meilleur moment pour avoir une discussion. On pourra en parler quand on sera en sécurité. Je veux savoir pourquoi tu m'as appelé comme ça. Je bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas expliqué pourquoi tu viens de m'appeler cul de panda. Martin, calme-toi. C'est juste un surnom. J'ai dit ça comme ça. J'aurais pu dire n'importe quoi. Mais t'as pas dit n'importe quoi, justement. Je jette un regard rapide à l'extérieur. Au bout de la ruelle, j'aperçois la lumière des phares d'une voiture qui se rapproche. Bon, OK, cul de panda, c'est le surnom que je te donnais quand on travaillait ensemble. Pourquoi? Je sais pas, parce que t'as effectivement un cul de panda, c'est tout. Un tel cul bombé comme celui d'un panda, y a pas d'autre raison. Est-ce qu'on pourrait éviter de se faire tuer à cause de ma mauvaise blague? Les phares sont de plus en plus près. D'ici quelques secondes, ils seront sur nous. La ruelle n'étant pratiquement pas éclairée, si j'arrive à faire sortir Martin de la voiture maintenant, on sera sauvés. Martin, je te demande pardon. Faut qu'on se sauve d'ici. Je regrette d'avoir dit ça. Pas! Va-t'en! Martin, s'il te plaît. On sort, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. On poursuit avec un extrait du roman d'Alain Beaulieu, Quelque part en Amérique. Dans ce roman, on retrouve Lonnie, qui est une femme noire aux États-Unis, qui est avec son fils et qui va se faire enlever par des mafieux qui veulent s'en servir comme prostituée. Un policier va l'aider à s'en sortir et va l'amener chez sa sœur, Maureen, qui est mariée avec Bill. Et on va s'apercevoir dans cet extrait où Lonnie reste depuis quelques semaines chez Maureen que Maureen voudrait repartir avec Lonnie à l'extérieur de la maison. Mais c'est dans le but, finalement, d'enlever son fils parce qu'elle n'a pas eu d'enfant et voudra en avoir un jour et veut voler tout simplement celui que Lonnie a. Donc, Francine sera Lonnie et Linda sera Maureen. Le lendemain matin, Bill s'est éclipsé avant même que je me sois levée pour aller préparer le petit déjeuner. J'ai entendu sa voiture découper le silence en s'engageant dans l'allée. J'aurais voulu me rendormir, mais convaincue que je n'y arriverais pas, je suis sortie du lit et suis allée faire ma toilette dans la salle de bain. Au moment où je regagnais ma chambre, Maureen est apparue dans le couloir, les yeux cernés, mais souriante. « Bonjour, Lonnie. Je suis heureuse de vous voir debout de si de bonne heure. Nous avons une grosse journée devant nous. Alors, je vous rejoins dans la cuisine dans 10 minutes. Je dois vous parler. » Je suis allée m'habiller et suis descendue à la cuisine pour y préparer une omelette aux épinards, le petit déjeuner préféré de Maureen. Je sentais qu'elle allait avoir besoin de réconfort et me doutais bien de ce qu'elle voulait me raconter. Elle est arrivée dans la cuisine déjà tout habillée, ce qui n'était pas son habitude, et s'est précipitée vers la cuisinière pour prendre la relève. Laissez-moi m'occuper de ça. Et allez réveiller le petit. Mettez-lui des vêtements propres et bouclez vos bagages. Cette dernière consigne m'a clouée sur place. Je n'avais pas imaginé que sa dispute de la veille avec Bill l'amènerait à nous mettre à la porte. Pourtant, je comprenais la logique de son raisonnement. Elle avait l'impression que notre présence chez elle lui occasionnait davantage de problèmes que nous pouvions lui rendre de service. Mais la légèreté avec laquelle elle semblait prendre la situation m'a sidérée. J'allais lui demander des explications quand elle a insisté. « Allez, je m'occupe de préparer le repas. » J'aimerais savoir ce qui se passe. On part en vacances à la mer. Le petit va adorer. J'ai froncé les sourcils, incrédule. Elle m'a chassé de la main. Je suis montée à l'étage, j'ai réveillé Ludo qui rechignait un peu, puis je lui ai dit de se presser, que nous partions. Il s'est aussitôt mis à pleurer parce qu'il ne se plaisait bien dans cette maison et il ne voulait pas la quitter. Alors je lui ai parlé du projet de Maureen et il a fini par cesser de pleurer. Des vacances? C'est quoi des vacances? Un petit voyage. On prend la route et on visite des villes qu'on ne connaît pas.
Pourquoi? Pour voir autre chose et pour s'amuser. Bon, je ne sais pas s'il a compris ce que j'essayais de lui expliquer, mais il a semblé satisfait de mes éclaircissements. Il a foncé vers la salle de bain, puis en est revenu en courant après s'être rafraîchi. Nous nous sommes habillés en vitesse et j'ai rempli ma valise de nos effets personnels sans savoir si nous remettrions un jour les pieds dans cette maison. Avant de quitter la pièce, j'en ai fait le tour du regard. Il y avait 3 mois que nous nous y étions installés et c'était devenu un peu chez moi. Je me sentais comme le papillon qui s'extirpe de son cocon pour continuer de vivre sa vie. Je trouvais ce départ plutôt précipité, comme si nous devions partir au plus vite sans que je comprenne vraiment pourquoi. Maureen a crié mon nom de l'extérieur. Je me suis lancée vers la sortie pour ne pas la faire attendre. Elle a verrouillé la porte derrière moi, a agité les clés comme s'il s'agissait d'une clochette et a salué la maison, telle une amie qu'elle n'allait pas revoir de sitôt. Installée sur la banquette arrière avec une couverture et un oreiller, Ludo s'était déjà étendu. Alors je suis montée à l'avant en même temps que Maureen, qui a mis le moteur en marche et a lancé la voiture dans l'allée. La grille s'est ouverte sur notre avenir et Maureen, redevenue gamine, a crié sa joie de partir avec nous. « Vous êtes ma Neil Cassidy! » Cassidy, l'ami de Jack Kerouac, danse sur la route. Je ne voyais vraiment pas de quoi elle me parlait. Aussi s'est-elle mise à me résumer le roman de Kerouac qu'elle avait lu au collège. Dans mes années folles, hein? Avant que je rencontre Bill. L'évocation de son mari l'a aussitôt fait entrer dans un état de prostration, et j'ai bien vu qu'elle se retenait de pleurer. Puis, elle s'est secouée et m'a souri. Vous savez, il n'a pas toujours été comme ça. Je veux dire, si occupé. Quand nous nous sommes rencontrés, il était détendu, joyeux, affectueux, amusant. Ça vous surprend? Je ne connaissais pas assez Bill pour me prononcer. Aussi l'ai-je laissé parler. Elle est revenue sur sa jeunesse, puis sur sa période hippie, l'amour universel et tout et tout. J'étais très heureuse dans mon rôle d'auditrice. Ludo s'était endormi et Maureen n'hésitait pas à pimenter son récit de quelques expressions graveleuses qui nous faisaient rire toutes les deux. Le soleil montait lentement dans le pare-brise de la voiture dont nous avions ouvert les fenêtres latérales. Selon Maureen, la mer était à 4 heures de route devant nous. Nous avons dû nous arrêter à une station-service pour mettre de l'essence et pendant que le pompiste faisait le plein, j'ai demandé à Maureen si elle avait prévenu Bill de notre départ. Je lui ai laissé un mot sur mon oreiller. Vous inquiétez pas, il comprendra. Le pompiste a accepté avec un large sourire le pourboire qu'elle lui a laissé. Et j'ai vu, quand elle a rouvert son sac, qu'il était rempli de billets de banque. Comme vous voyez, nous avons quoi à tenir quelques semaines. Oh, c'est à ce moment que j'ai compris que nous étions en cavale. Alors, notre prochain texte s'appelle « Au bout de la route ». Il a été écrit par un bénévole que vous connaissez bien. Donc, Yves Chaurette ne fait pas seulement du transport bénévole, des spectacles bénévoles, il écrit aussi. Et de façon assez spectaculaire, vous allez voir dans cette scène de « Au bout de la route ». La voiture stoppa au bout de la route, tout juste à la limite du quai. Le genre d'engin que l'on ne voyait pas souvent dans la région. Une berline de luxe qui devait bien valoir le double du salaire annuel des gens des alentours. Maxime en descendit, exténué. Il avait roulé longtemps pour se rendre ici et avait grand besoin de se délier les jambes. Il avança devant lui vers la mer. On voyait bien l'île au loin, mais pas de traces du traversier. Seulement un vieux pêcheur installé au bout du quai. Il s'approcha de lui. « Salut, la pêche est bonne! » Le vieil homme se retourna, examina rapidement Maxime et lui répondit. «
M'en va dire rien qu'une affaire, le touriste. Ça fait un sacré bout qu'il y a presque plus de poissons de Paris-Site. Ça mord rien que le mardi. Maxime sortit son téléphone de sa poche pour vérifier la date. C'est bizarre, ça, du poisson seulement les mardis. Mais on est vendredi. Pourquoi est-ce que vous pêchez, alors? Écoute-moi bien. T'as du fric, tu dois être intelligent. Alors pense-y comme faut, jeune. Comment c'est que je saurais que russe du poisson le mardi si je pêchais pas tous les autres jours de la semaine et tout? La réplique étonna Maxime, qui porta son regard au loin, vers l'île. Ah! Ça, c'est l'île aux Guillemots. C'est bien beau, mais c'est tranquille en baptême. Je t'en bats un papier. Oui, je sais. C'est là que je dois me rendre. Mais dites-moi, où est le traversier? Ah, le traversier, il arrivera pas avant une couple d'heures. C'est pas un autobus de la ville, là. Ça passe pas 5 minutes. Faut être patient. 2 heures, c'est long. Maxime se demandait comment occuper son temps en attendant le bateau. Il se souvint alors qu'il avait laissé sa canne à pêche dans le coffre de sa voiture. Je vais pêcher avec vous, si ça vous dérange pas. Armé de sa canne, Maxime s'assit à quelques pas du vieil homme, installa son matériel et demanda « Vous pêchez avec quoi? Un hameçon, comme des raisons. Oui, mais vous mettez quoi à l'hameçon? Rien, pantoute, jeune. On est vendredi, y a pas de poisson. Ça sert à rien de gaspiller un appât. » Maxime lança tout de même sa ligne à l'eau et attendit de longues minutes. Je trouve ça plate de pêcher quand il n'y a pas de poisson. Pardon, jeune. Ça arrive souvent, des jours de pêche où on pogne rien. Ça n'empêche pas de pêcher. C'est vrai, sauf que tu peux toujours croire que tu vas attraper quelque chose. L'espoir, c'est plaisant. C'est motivant, mais là... M'en va te dire rien qu'une affaire. Ça se passe à rien que dans ta tête. T'as juste à oublier ce que je t'ai raconté tantôt, puis penser que c'est plein de morues puis de maquereaux de Paris-Site. Au moment où le vieux terminait sa phrase, la ligne de Maxime se mit à s'agiter. Monsieur, on dirait que ça mord. Ça a l'air gros. Ah ben, bout de torbinouche! Un touriste qui pêche un vendredi, pas d'appât, puis qui accroche une morue drette là. J'ai mon voyage! Dépêche-toi de sortir ça de l'eau, ton bateau arrive, maudit chanceux! Des routes mythiques, il y en a des tonnes. Ah, on a connu, il y a la 20, la route 11, l'ancienne route 11, mais on a aussi la route de Berthier. La route de Berthier, ben, vous le savez, ça vient d'une chanson composée par l'abbé Charles-Émile Gadebois pour les Cahiers de la bonne chanson. Mais attention, l'abbé Gadebois s'est inspiré d'une chanson française, plus ancienne encore, qui s'appelait « Sur la route de Louviers ». Mais c'était une chanson plutôt irrévérencieuse. Alors l'abbé Gadebois en a changé les paroles, mais celles-là, vous les connaissez bien. Sur la route de Berthier, sur la route de Berthier, il y avait un cantonnier, il y avait un cantonnier, et qui cassait des tas de cailloux, et qui cassait des tas de cailloux, pour mettre sous le passage des roues. Ah, que la route est belle, belle, que la route est belle, belle à Berthier. Nous poursuivons avec un monologue de Sol, extrait de son livre Presque tout seul, et qui s'intitule « Transgresser la rue, c'est drôlement dangereux ». Moi, j'ose pas. À cause des autos. Ça file les autos, vroom, ça file comme s'il y avait le feu. Et la plupart du temps, il n'y en a pas de feu. D'ailleurs, quand il y a des feux, c'est pire. Pauvre petit moi, je pêle-mêle toutes les couleurs, rouge, vert, jaune. Moi, je suis jamais sûr. Je pense que je dois être dalmatien. Alors j'ose pas. Je piétonne sur place. L'autre jour, j'ai presque réussi. Devant moi, dans la rue, il y avait un monsieur l'agent. Il arrêtait pas de me faire des grands signes.
Je m'ai dit, il n'y a qu'à attendre. Il va m'aider. Et j'ai attendu, attendu. Mais jamais il est venu. Le pauvre, il pouvait pas, il était pris. Il avait beau gesticulationner, pas une auto qui voulait le laisser passer. Et pourtant, c'était un gros, un agent qui avait l'air d'avoir de l'assurance, un gros énorme, un vrai agent double. Il est encore là d'ailleurs. Pauvre monsieur l'agent. Je retourne le voir tous les jours. Il est là qui fait des signes et moi je fais comme lui. Je lui parle avec les mains et je sens qu'il me compréhensionne. Faut être patient, monsieur l'agent. Faut être prudent parce que transgresser la rue, c'est drôlement dangereux. Le prochain texte est une scène tirée de la pièce de théâtre La Meute qui a été écrite par Catherine-Anne Toupin, qu'on connaît par certains rôles populaires qu'elle joue à la télévision, dont un rôle dans Boomerang, qu'elle a d'ailleurs aussi co-scénarisé. Alors, la scène, enfin, La Meute, en fait, cette pièce-là, raconte l'histoire de Sophie, qui a 40 ans, qui perd son emploi dans des circonstances un peu troubles. Elle est confuse, elle est blessée et elle décide de fuir la réalité, et elle atterrit dans un gîte du passant à des centaines de kilomètres de chez elle. Et c'est Martin qui lui répond lorsqu'elle arrive à ce gîte. Et Martin occupe les lieux avec sa tante, donc à qui appartient d'ailleurs le gîte. Donc on voit ici notre Sophie un peu confuse qui est accueillie par Martin. C'était comme une restructuration qui appelle. Oui, c'est ça, une restructuration. Il n'y a pas grand-chose qu'un gars comme moi peut faire contre ça. Le syndicat a tout essayé, mais j'étais dans les derniers rentrées, fait que bye-bye Martin, merci pour tes loyaux services. Colin, 12 ans! Puis même pas une carte, tu sais, un mot, une pensée, quelque chose. En tout cas, je me plains pas, là. Je veux pas que tu penses que je me plains. Je sais que ça pourrait être pire, mais pour répondre à ta question, c'est pour ça que je suis ici, à cette heure-ci. Ma question? Ah, c'est vrai. T'as pas vraiment posé de question, mais t'as eu l'air surpris quand je t'ai ouvert la porte, par exemple. Ben, je pensais pas que... Tu t'attendais pas à ce qu'un gars de mon âge soit ses œufs, hein? Un jeudi à 10 h du matin. Habituellement, un gars de mon âge, c'est pas chez eux. Ça travaille. Ben, tu pourrais travailler de nuit? Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Le monde qui travaille de nuit, ils sont chez eux à cette heure-ci. Mais j'imagine qu'ils dorment. En tout cas, c'est pour la chambre. La chambre... T'es ici pour louer la chambre. Va juste falloir attendre que ma tante se réveille. On est chez eux ici, fait que c'est elle qui décide à qui elle loue la chambre. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, puis c'est correct, c'est pas chez nous. Si j'étais chez nous, puis que je louais une de mes chambres, je voudrais que ce soit moi qui décide à qui je la loue. Je pense que c'est raisonnable. Oui. Fait que, si tu veux la chambre, il va falloir que ta tante qu'elle se réveille de son son. Tu t'appelles Martin, c'est ça? Ça fait 2 fois que je te le dis. Excuse-moi, là. J'ai conduit toute la nuit. C'est correct. J'ai presque pas dormi. Je manque de concentration. Pas de trouble, mais ouais, je m'appelle Martin. Ah, Martin Lisotte. Oui, quand je suis entrée, tu t'es présenté, tu m'as dit... Je m'appelle Martin Lisotte. Je m'en souviens, là. Ouais. Pour une fois que je faisais quelque chose de correct, ça aurait été le fun que Louis soit là pour entendre ça. Louis... C'est ma tante. C'est elle qu'on attend pour savoir si tu peux louer la chambre. Ah ben oui, la chambre. Oui. Tu penses être ici combien de temps, hein? Oh, c'est pas encore clair. Je veux dire, combien de nuits? Parce que si t'es une touriste, puis que t'es dans le bout pour une coupe de nuit, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, pas à ce temps-ci de l'année. Fait que, es-tu une touriste? Oui. Good! Pour être honnête, je sais pas trop ce que tu viens voir dans le bout, là. Moi, je trouve pas ça très touristique. C'est parce que j'ai besoin de prendre un peu de recul. Ça tombe bien! On est dans un coin reculé. Fait que tu vas pouvoir prendre du recul. C'est une joke. Ouais, je sais. Shit! T'es une ricaneuse, toi! Excuse-moi, là, je suis fatiguée. J'ai pas le cœur. C'est correct, c'était une petite joke, puis pas une de mes meilleures. Je la rirai demain. Ben, tu vois, t'as de l'humour! Voyons, c'est quoi l'humour que je cherche? Tu sais, le genre d'humour, là?
j'essayais pas d'être drôle. C'est ça, c'est pas voulu, mais c'est quand même drôle. Voyons, c'est quoi le mot? L'humour? Hey, je viens de me rendre compte que... Excuse-moi, là, mais je sais pas trop ce que je fais ici, fait que je vais... Shit, es-tu correct? Reste pas dans l'entrée, viens t'asseoir. Ça va aller, c'est juste un étourdissement. Non, tu vas pas reprendre la route dans cet état-là, là. Ce serait pas prudent. J'ai juste besoin d'une minute. Ça va aller. Alors, nous poursuivons avec un texte des cyniques. Alors, les cyniques qui en ont fait un et un autre, un texte dont on peut se demander s'il serait possible de le faire encore aujourd'hui. On connaît combien les cyniques étaient irrévérencieux. Alors, ici, c'est « Prenez le volant avec le prof Lauzon ». Alors, je ferai Serge, le présentateur, et Yves fera le prof Lauzon. Nous allons maintenant suivre un cours de conduite automobile à la campagne ou comment amener une minoune dans sa minoune. Pour vous donner ce cours, voici un homme guilleret et prime sautier. Mesdames, mesdemoiselles, je vous le recommande parce qu'il a un beau corps d'homme. Il est très propre de sa personne. Le voici, Monsieur Sexe, Léonard Lauzon! À quoi ça sert d'avoir du tic dans le moteur s'il y a un âne au volant? Premièrement, le départ. Supposons que vous allez dans les Laurentides. Ne prenez pas l'autoroute. Il est inutile de garocher votre argent par les fenêtres. Prenez plutôt la route 11, en vous rappelant qu'il existe deux sortes de piétons, les rapides et les morts. Deuxièmement, portez attention à la signalisation routière. Vous avancez quand la lumière est verte, vous arrêtez quand la lumière est rouge et vous ralentissez quand vos passagers sont blancs. Si vous apercevez au milieu de la rue une ligne double, cela veut dire que vous ne pouvez pas traverser la ligne double pour aller frapper un piéton de l'autre côté. Si vous apercevez une zone de sécurité et que vous voyez un piéton en dehors de la zone, vous pouvez le frapper pour le ramener dans la zone, là où il se fera pas mal. Attention, cependant, une collision peut se produire au moment où deux automobilistes essaient de frapper le même piéton. Supposons que vous arrivez à une intersection et que le trafic est bloqué parce qu'un policier remplace le feu de circulation. Ne vous inquiétez pas. Un policier, c'est pas une lumière. Troisièmement, la conduite préventive. Chauffez prudemment, car selon les statistiques, 90% des gens sont causés par un accident. Comme je le disais dans mon autobiographie, l'auto à surveiller, c'est l'auto derrière celle du gars qui est en avant de vous. Portez toujours une ceinture de sécurité pour ne pas quitter les lieux d'un accident. Ne buvez pas en conduisant. Vous pourriez frapper une bosse puis renverser votre verre. Ne conduisez pas en tenant votre volant d'une main et en caressant votre blonde de l'autre main. Passez le volant à votre blonde puis servez-vous de vos deux mains. Quatrièmement, le stationnement. Si vous n'arrivez pas à trouver un espace, stationnez près d'une église. Il y a trop de la place. Ou bedon, achetez une auto déjà stationnée. Si vous ne voulez pas avoir d'étiquette de parking, arrachez vos essuie-glaces. Cinquièmement, la courtoisie. En cas d'accident mortel, soyez courtois. Pas de grimaces aux blessés agonisants. Et supposons que vous frappez un policier à motocyclette.
vous lui démantibulez toute sa moto. Il s'approche de vous avec un large sourire. Ne vous y fiez pas! Il y a encore ses poignées de bicycle dans la bouche. Alors, j'espère que vous avez aimé cette version vidéo de nos spectacles en lisant sur le perron. Nous l'avons fait avec un grand plaisir pour venir vous saluer, puisque c'est plus difficile d'aller chez vous directement, mais on a bien hâte de vous retrouver dans vos résidences. Alors, pour terminer, comme on a notre habitude, qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez donc! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est heureux. À la voyeuse!